Je voulais d'abord commencer par vous parler de dimension et d'unité. Donc quand je mesure une grandeur physique dont je détermine la valeur, ici je l'ai noté grand Q, si je mesure la longueur d'une table et que je dis qu'elle mesure 1,50 m, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je détermine un nombre sans dimension, sans unité, qui est le rapport entre la valeur de cette grandeur physique, la longueur de la table, divisé par une grandeur physique qui a les mêmes dimensions, qui est ce que j'appelle l'étalon. Donc ça va être la valeur de la longueur de ma table divisée par l'étalon qui fait 1 mètre. Et donc c'est ce que je vais mettre ici, d'accord? Je vais mettre ici 1,50 m, donc c'est un nombre 1,5 que je multiplie par l'unité. Donc là, l'unité, si c'est l'étalon 1 mètre, ça va être 1,5 fois le mètre. Mais en fait, tout ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se trouve là. C'est de discuter comment on définit ces unités. Alors, je prends un exemple ici tout simple. Donc ici, je vais déterminer la masse en kilogrammes. Donc je vais mesurer ce rapport. Combien de fois j'ai de valeur de mon étalon de masse dans l'objet dont je veux déterminer la masse. Au passage, ça me permet de, alors là on ne voit pas très bien sur cette photo, d'introduire le premier étalon que l'on utilise dans la définition du système international d'unité, c'est le kilogramme. Le kilogramme, il est réalisé par un morceau de métal en platinium iridié qui est à peu près gros comme ça et qui par définition réalise 1 kilogramme. Donc c'est un morceau de métal, un corps macroscopique qui réalise la définition du kilogramme. Ça on en reparlera, mais on verra que ça pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui parce qu'on sait très bien que ce morceau de métal, il vieillit. Ça fait plus d'un siècle qu'il a été réalisé. Il vieillit, ce qui veut dire que sa masse dérive au cours du temps. Mais comme c'est la définition du kilogramme, sa masse ne dérive pas, c'est toujours 1 kilogramme. Conséquence de cela, c'est la masse de toutes les particules élémentaires qui change. D'accord? Puisqu'on a pris comme définition du kilogramme un corps macroscopique et qui fait toujours 1 kilogramme. Donc on sent que voilà, ça peut poser des difficultés. C'est une des motivations qui nous conduit à redéfinir certaines unités du système international. Alors maintenant, l'analyse dimensionnelle. Bon, alors l'analyse dimensionnelle, c'est simplement de se dire, c'est pas les unités, c'est simplement de se dire une grandeur physique. Ça va avoir la dimension d'une masse, d'une longueur, d'un temps, d'une intensité, d'une température. N, c'est la quantité de matière. Et puis une luminance. Et puis à chacune de ces dimensions, je vais associer une unité. Mais l'unité, je peux avoir différentes unités pour une même dimension. C'est-à-dire que je peux mesurer un temps, ici, je peux le mesurer en secondes, en heures, voilà, des unités différentes, mais c'est toujours un temps. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est l'homogénéité en termes de dimension. Alors c'est intéressant aussi de se pencher sur ces histoires de dimension. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de comprendre ce qui parfois peut sembler un peu mystérieux pour les étudiants. Quand on leur écrit des relations physiques, voilà, j'écris F égale G, M1, M2 sur R carré, d'où vient ce G? Qu'est-ce qui fait pourquoi on a introduit cette constante? C'est assez simple, c'est que si j'écris, je sais qu'expérimentalement, la force d'interaction gravitationnelle entre deux masses, elle est proportionnelle à chacune des masses et inversement proportionnelle à la distance au carré. Bon. Maintenant, le problème, c'est que si j'exprime ça, M1, M2 sur R2, c'est pas homogène à une force. C'est pas une force. Le seul moyen pour que ce soit homogène à une force, c'est de multiplier ça par une constante grand G, la constante de gravitation. Et la constante de gravitation, comment je vais déterminer ses dimensions? Simplement, il faut que les dimensions de G soient telles que ce qui est à gauche et à droite, ce soit de même dimension. Donc il faut que G, M1, M2 sur R carré, ce soit une force. Donc c'est comme ça qu'on introduit ces constantes fondamentales de la physique. Si vous prenez la loi de Coulomb avec le 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est pareil. Pourquoi ce 1 sur 4 pi epsilon 0? C'est parce que si vous ne le mettez pas, vous avez à droite du terme égal quelque chose qui n'est pas une force. Bon, mais ça c'est une écriture très contemporaine, c'est-à-dire qu'à l'époque de Newton ou de Galilée, avant Newton, on n'écrivait pas ce genre de relation. Newton et Galilée, par exemple pour la mécanique, n'écrivaient que des égalités, des rapports de grandeur physique de même dimension. Donc ils égalisaient des grandeurs sans dimension. Bon, donc ça nous permet de comprendre d'où sortent ces constantes fondamentales de la physique.
qui sont extrêmement importantes parce que c'est sur ces constantes fondamentales que l'on va appuyer le nouveau système international d'unité. Si je vous parle d'analyse dimensionnelle, c'est aussi parce que ça va me permettre d'introduire ce qu'on appelle les paramètres fondamentaux en physique. Les paramètres fondamentaux en physique, c'est des grandeurs pour lesquelles la dimension est nulle. Exemple de grandeur sans dimension, un rapport de masse, la masse de l'électron sur la masse du proton. La masse de l'électron sur la masse du proton, c'est une grandeur, une constante qu'on appelle mu, qui vaut voilà, cette valeur, 5,4×10⁻⁴. Alpha, c'est la constante de structure fine, qui est un terme de couplage qui exprime l'intensité de l'interaction électrostatique, électromagnétique. Alpha G pour l'interaction gravitationnelle. Tout ça, ce sont des constantes qui apparaissent dans le cadre du modèle standard de la physique, mais qui sont des constantes sans dimension, sans unité. Et ça, c'est ce qu'on appelle des paramètres fondamentaux. La grande différence entre ces valeurs numériques et les valeurs précédentes, ici G par exemple, c'est que la valeur numérique des constantes qui ont des unités, c'est totalement arbitraire, c'est le choix des unités. Ce qui n'est pas du tout le cas des paramètres fondamentaux. Alpha, qui vaut à peu près, la constante de structure fine, qui vaut à peu près 1 sur 137, c'est totalement universel. Vous pouvez changer votre système d'unité, alpha vaudra toujours 1 sur 137. Donc ça veut dire que ce sont des constantes qui ont un vrai sens, qui contiennent de l'information sur les théories. D'accord ? On peut se poser la question de savoir pourquoi alpha vaut 1 sur 137 et qu'est-ce qui se passerait dans un univers où alpha serait différent. Si alpha valait 1, ça change toute la physique. Si grand G demain vaut 1, ça ne change rien à la physique. Ça change les unités qu'on a, la définition des unités. Alors, on entre dans le vif du sujet, l'histoire du système international d'unité, le système métrique. Donc c'est à l'époque de la Révolution française qu'on est vers 1789. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'unités. Donc je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, mais c'était juste pour vous dire que il y a un extrait ici d'un ouvrage. Donc les longueurs étaient mesurées en toise, en pied du Pérou, qui équivalait à 1 pouce, une longe, et à 8 points du pied du roi qui se trouvait être celui du roi de Macédoine. Enfin, les unités, en gros, étaient définies par le roi ou par les seigneurs, souvent de façon anthropomorphique, donc c'était le pouce, la toise, la coudée, le pied, mais le pied du roi. Donc quand on change de roi, on change de pied. Donc c'était très compliqué, et à la Révolution française, on avait à peu près 700 à 800 unités différentes sur le territoire, ce qui posait pas de problème tant qu'on restait sur du commerce local, mais c'était un frein, ça a été un frein au développement du commerce à plus grande envergure. Quand on voulait commercer d'une région à l'autre, ça posait des difficultés. Bon, donc ça posait des difficultés pour le commerce. Et puis les scientifiques, évidemment, les scientifiques des Lumières n'étaient pas très satisfaits de cet état de fait pour développer leur science. Donc tout ça, ça a amené un mouvement pour essayer d'assurer, d'une part, l'invariabilité des mesures, c'est-à-dire qu'on fixe des unités une fois pour toutes et qu'elles ne changent pas à chaque fois que le roi change, qu'elles ne dépendent pas de l'endroit où je me trouve. Donc des unités rapportées à des étalons empruntés à des phénomènes naturels, donc plutôt que des phénomènes, enfin des grandeurs anthropomorphiques. Donc on va essayer de se dire le mètre, je vais plutôt le définir à partir d'une dimension du méridien terrestre, plutôt qu'une portion du bras du seigneur local. Un des grands instigateurs de cette réforme qui va conduire au système métrique, c'est l'évêque Talleyrand, qui est à l'origine des États généraux. C'est une grande figure de la Révolution française. Et donc, dans la nuit du 4 au 5 août 1789 à Versailles, a été votée l'abolition du privilège royal d'étalonnage des mesures. Voilà, donc c'était avant le roi qui était le seul, qui avait ce privilège de définir les étalons pour les mesures. Et donc l'année suivante, Talleyrand a poursuivi cette démarche en essayant d'avoir cette approche qui consistait à dire on va chercher dans la nature des grandeurs universelles pour définir le système d'unité. Alors, la première unité qui a été définie à partir de grandeurs universelles, c'est le mètre. Donc, en 1791, il y a une commission qui est créée pour réfléchir au choix. Quelle grandeur universelle de la nature on va choisir pour définir le mètre. Il y avait plusieurs possibilités. Il y avait de prendre un pendule
la longueur d'un pendule qui bat la seconde. Le problème, c'est que ça dépend du champ de gravitation. Donc ça dépend de l'endroit où je me trouve. Si je suis à l'équateur ou si je suis à Paris ou Dakar, ça va pas être la même chose. Donc c'était pas très satisfaisant. Une autre possibilité, c'était de prendre une fraction de l'équateur, la longueur de l'équateur, ou bien une fraction du méridien terrestre. Et c'est finalement cette solution, enfin ce choix qui a été retenu. En 1791, le 26 mars 1791, on a défini le mètre comme étant égal à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. D'accord? Donc on prend le méridien terrestre, on en mesure la longueur d'un quart de ce méridien. Donc ça, c'est pas très compliqué de prendre un quart pour peu qu'on sache mesurer la latitude à laquelle on se trouve. On mesure tout ça. On prend un 10 millionième et on a défini quelque chose qui est une grandeur universelle qui ne va pas dépendre. L'idée, c'était de se dire on veut un système universel. Donc il ne faut pas que ça se rapporte au roi de France. Il faut que l'idée, c'était que tous les peuples adhèrent à ces définitions. Donc que l'on prenne des définitions associées à la nature, d'accord, et pas à un régime, une royauté particulière, plus qu'une autre. Alors maintenant, une fois qu'on a posé cette définition, il faut le mesurer, le quart du méridien terrestre. Et alors ça a été toute une aventure qui a duré de juin 92 à novembre 1798. C'est deux scientifiques, Jean-Baptiste Delambre et Pierre-François Méchain, qui ont réalisé cette mesure. Alors à droite, on ne voit pas très bien, c'est une illustration ils sont partis de Barcelone pour aller jusqu'à Dunkerque. Et vous voyez tous les dessins ici. Vous voyez des petits triangles, je ne sais pas si vous les voyez, enfin des petits triangles rouges là. Parce que, en fait, comment étaient réalisées ces mesures? C'est par triangulation. Donc comment on mesure la distance du quart du méridien? Le quart du méridien, en l'occurrence, c'est entre Dunkerque et Barcelone. Ben, je fais des mesures de triangulation, c'est-à-dire je prends deux instruments qui sont ce qu'on appelle des cercles répétiteurs, qui avaient été conçus par Bordas, qui permettent de mesurer très précisément des angles. Donc je prends un triangle, si je suis capable de mesurer la longueur ici de la base. Si je mesure très précisément les angles là et là, je détermine de façon absolue la position de ce point-là. D'accord? Donc cette distance-là est donc la position de ce point. Ensuite, je vais me placer, je vise le clocher là-bas. D'accord? Je mesure les angles, je sais exactement où se trouve le clocher par rapport à ma position initiale. Puis je vais au niveau du clocher et je répète de proche en proche. Donc il faut être patient parce que c'est des dizaines et des dizaines de mesures. C'était sur quelques kilomètres à chaque fois. C'est limité par la visibilité. Donc c'était typiquement au maximum quelques dizaines de kilomètres. Donc c'est tous les triangles que vous voyez là, d'accord, qui ont permis de réaliser cette mesure. Donc des mesures extrêmement précises parce que les angles étaient mesurés à mieux que 0,5 secondes de degré. Donc alors au moment de la Révolution française a été mis en place, tentative de mise en place du système décimal. Alors, ils sont allés très fort, très loin. Ils ont voulu mettre en place le système décimal pour la mesure du temps. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire de se dire, la journée, c'est pas 12 heures, ça va être 10 heures. D'accord? Donc le jour de minuit à minuit est divisé en 10 parties, chaque heure étant elle-même divisée en 100. Ça a été promulgué en 1793 et aboli en 1795. Ça n'a absolument pas pris du tout. Bon, le système décimal, c'est très bien pour certaines unités, mais là, il y avait un problème d'habitude, simplement. Et très concrètement, il aurait fallu changer toutes les horloges, tous les clochers, enfin voilà. Donc ça n'a absolument pas marché. Un nouveau calendrier a également été mis en place, donc c'était vraiment au moment de la Révolution. Donc l'idée, c'était abolir tout ce qui pouvait être des références anciennes, des références à la religion. Et référence à la religion, c'était le calendrier. Donc le calendrier grégorien notamment, qui avait été mis en place par le pape Grégoire XIII. Donc les républicains, eux, voulaient un calendrier républicain, pas de calendrier associé à la religion catholique et à un pape plus particulièrement. Donc ça, c'est le calendrier révolutionnaire et c'est pareil, ça n'a pas marché. Donc le calendrier révolutionnaire, il a été promulgué en 1793, utilisé jusqu'en 1806. Et puis après, on est revenu au calendrier grégorien. Alors le système décimal, par contre, le système décimal, même s'il n'a pas été conservé pour l'heure, il a été conservé pour les unités en physique. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on utilise le mètre, le décimètre, le centimètre, le millimètre. C'est ça le système décimal.
Donc la loi relative au poids et mesure en 1795, qui conduit à définir un étalon de longueur et un étalon de masse. L'étalon de longueur et l'étalon de masse sont ici, déposés aux archives de la République en 1799. L'étalon de longueur, c'est ici le prototype du mètre. Donc une fois qu'on avait mesuré le quart de la longueur du méridien terrestre, on le divise par 10 000, on obtient une longueur, mais après il faut la réaliser. On ne va pas demander à chacun d'aller mesurer le quart du méridien terrestre pour étalonner sa propre règle. Donc il y a eu réalisation de ce qu'on appelle un étalon. Pour chaque unité, c'est la même chose. Je réalise un objet physique auquel, c'est ce que je vous disais au début, je vais pouvoir comparer ma grandeur, la grandeur que je cherche à mesurer, la longueur de ma table, je vais la comparer et dire combien de fois elle vaut la longueur de mon étalon, qui est l'étalon du mètre. Donc un morceau de platine, et puis ici le kilogramme. Le kilogramme, il était défini comme étant égal à la masse d'un litre d'eau distillée à la température de 4 degrés, parce que le volume de l'eau dépend de cette température, évidemment. Mais ça, c'était pour avoir un étalon, pour étalonner les balances. C'est quand même plus pratique d'avoir un solide. Donc le prototype du kilogramme, c'était un morceau de platine, déposé donc également aux archives de la République en 1799. Et puis à Paris, il y a eu plein de mètres étalons qui ont été gravés dans les bâtiments publics. Voilà, vous en voyez ici un exemplaire. Ça permettait donc de diffuser ces nouveaux étalons, donc l'étalon du mètre, entre autres. Alors maintenant, on fait un saut temporel. Donc là, on est en 1799 et donc je passe en 1875. En 1875, bon, donc ce système métrique, l'objectif c'était qu'il soit diffusé et que ce soit un système universel. C'était pas quelque chose de franco-français. Le but, c'était vraiment que le maximum de pays, toujours dans cette idée de participer à la facilitation du commerce, des échanges, du développement des sciences, que ce système soit vraiment universel. Alors le problème, ça a été que c'était un système qui a été mis en place donc, au moment de la Révolution française, que les étalons étaient à Paris. Et ça, on a senti petit à petit qu'il y avait un blocage de certains pays qui, en adoptant ce système universel, ils devenaient dépendants de la France, qui était la seule à détenir les étalons qu'on appelle primaires. Donc ça posait problème. Pour réussir à pallier ce problème, a été créé en 1875 le Bureau international des poids et mesures, pour que ce ne soit plus la France qui soit détentrice de ces étalons universels, mais que ce soit une instance internationale à laquelle, ici, il y a 17 États membres fondateurs en 1875, qui sont tous membres fondateurs de cette institution qui a en charge le développement des unités, l'amélioration des unités et la préservation des étalons. Voilà, donc aujourd'hui, le BIPM, donc c'est le Bureau international des poids et mesures, compte 58 États membres. Le BIPM se trouve ici, au pavillon de Breteuil, à Sèvres. 1875, donc, c'est la convention du mètre, c'est également la redéfinition du kilogramme. Bon, il n'y a pas grand-chose qui change, c'était du platinium, ça devient du platinium iridé parce que il a l'avantage d'avoir un meilleur vieillissement. En 1889, définition de la seconde. On n'avait toujours pas de définition de la seconde rigoureuse. Toujours la même optique. Hein. Ce que je vous mets ici, c'est vraiment la philosophie générale de l'évolution du système d'unité. C'est passer de l'anthropomorphisme, de nos coudes, nos pieds, nos toises, vers un système universel qui puisse être utilisé par tous. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être d'aller vers définir des étalons qui s'appuient sur des constantes fondamentales et pas des objets macroscopiques comme le kilogramme. Définition de l'ampère, la candela, donc on rajoute petit à petit des unités. En 1960, c'est la première adoption du système international d'unité. D'accord, la vraie naissance du système international d'unité, c'est 1960. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a des définitions qui évoluent. La seconde, par exemple, est redéfinie en 1967 à partir de la fréquence de transition du césium. D'accord ? Donc ça, c'est la définition actuelle des horloges atomiques. Les étapes importantes, 1983, redéfinition du mètre. Le mètre, aujourd'hui, n'est plus défini à partir d'un étalon macroscopique qui mesure 1 mètre. Il est défini à partir d'une constante fondamentale de la physique, C, la vitesse de la lumière. Ça, c'est en 1983 où on a fixé
une constante fondamentale de la physique. C'est exactement ce que je vous disais au tout début. Il est quand même plus satisfaisant du point de vue du physicien de fixer la valeur numérique de constante de la physique, de constante dimensionnée, plutôt que de prendre un morceau, un objet, et de dire voilà, ça réalise le mètre. Simplement parce que si ce mètre étalon change de longueur, ça veut dire que c'est la vitesse de la lumière qui change. Et donc, ce qui justifie ce que j'ai mis ici, la dématérialisation jusqu'aux constantes fondamentales. Donc, c'est le système d'unité vers lequel on va pour 2018. Actuellement, la seconde est définie par la fréquence de transition, une fréquence de transition entre deux états de l'atome de césium, 9 milliards, 192, 631, 770 périodes de cette transition. Bon, ça permet de définir une fréquence, d'accord? Et l'inverse d'une fréquence, c'est un temps. Donc, je définis comme ça la seconde. La seconde, on va le voir, qui est réalisée par des horloges atomiques. Ensuite, on va définir la mole. La mole, c'est quoi? C'est la quantité de matière qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. D'accord? On va voir que tout ça, c'est l'état actuel, mais tout ça, ça va changer. Ensuite, la température, le Kelvin. Le Kelvin, on dit que la température d'un état particulier de l'eau, le point triple de l'eau, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles j'ai l'équilibre entre les trois phases solide, liquide, vapeur de l'eau dans une ampoule fermée. Lorsque j'ai cet équilibre, ce point fixe, je dis que la température vaut par définition 273,16. Ça, c'est la définition actuelle du Kelvin. Ça va aussi changer. Ensuite, je vous ai dit la définition du mètre. La définition du mètre, donc on est passé depuis la convention du mètre avec l'étalon qui mesure 1 mètre. On est passé en 83 à la définition du mètre en fixant la vitesse de propagation de la lumière dans le vide à 299, 792, 458 mètres par seconde. Si je fixe une vitesse et que par ailleurs j'ai défini un temps, j'ai contraint complètement la définition du mètre. D'accord? J'ai pas le choix. D'accord? Donc j'ai une grandeur physique universelle qui est la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le vide. Si elle est fixe, comme j'ai défini ici la seconde, automatiquement j'ai défini ce qu'est le mètre. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est exactement la philosophie, c'est ce qu'on va faire pour redéfinir toutes les unités. On va dire, pour chaque unité, je vais chercher quelle est la constante fondamentale qui, si je la fixe, va me permettre de contraindre cette unité complètement. Alors, en fait, la première unité qui a été définie à partir d'une constante fondamentale fixée, c'est l'ampère. La définition de l'ampère, c'est quelque chose que personne n'utilise, même les métrologues qui font de la métrologie des courants. La définition de l'ampère, c'est l'intensité d'un courant constant maintenu entre deux conducteurs parallèles de diamètre infiniment petit, négligeable, distants d'1 mètre l'un de l'autre. Si je fais circuler un courant d'1 ampère dans ces deux conducteurs parallèles, je vais avoir une force entre ces deux conducteurs, une force mutuelle, de 2×10-7 newtons par mètre. Ça semble quand même très très compliqué. On se dit pourquoi avoir choisi une définition aussi compliquée pour définir une grandeur aussi simple que l'ampère. Alors en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est calculer la force de Laplace entre deux conducteurs. Donc vous avez un conducteur, un autre conducteur distant d'1 mètre. L'un et l'autre vont agir, exercer une force mutuelle due à ce qu'on appelle la force de Laplace. Si vous calculez la force de Laplace, eh bien vous allez vous apercevoir que fixer cette définition, ça revient à fixer dans la force de Laplace, il y a 1 sur mu0 qui apparaît. Voilà, cette définition-là, ça veut dire qu'on fixe la valeur de mu0. D'accord? La perméabilité du vide. Donc si je fixe mu0, automatiquement, c'est la même chose que tout ce que j'ai écrit précédemment. Donc ça, c'est bien parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. On va dans le sens de fixer la valeur numérique de constante dimensionnée, constante fondamentale de la physique. Alors, la masse, ici, donc la masse, c'est cette chose-là, donc c'est le morceau de platinium iridié. Alors, dans le système actuel d'unités, c'est la seule unité qui est définie par un étalon, qui est ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire un corps physique particulier. Le problème pour la définition du kilogramme, c'est qu'il y a un prototype qui est au BIPM, et c'est le seul. Après, vous avez des copies qui sont des étalons secondaires, mais vous comprenez qu'à la différence de la définition de l'ampère, où chacun peut prendre 2 fils, mesurer la force et puis réaliser sa définition de l'ampère, là, pour le kilogramme, c'est pas possible. Il y a un seul morceau de platinium iridié qui fait le kilogramme. Et puis des copies, des jumeaux.
Mais voilà, après, ça dépend de la qualité des copies. Donc ça, c'est pareil, on va l'éliminer. C'est pas très satisfaisant. Et puis, dernière unité, la candela pour le rayonnement, qui est défini. Là, c'est pareil, ça équivaut à définir une constante, KCD, pour la luminance spectrale. Maintenant, comment on met tout ça en pratique? Je vous ai dit, si je prends la seconde, la mise en pratique de la définition de la seconde, qui est une transition entre deux états hyper fins de l'atome de césium, c'est de fabriquer ce qu'on appelle des horloges. C'est un laser, je cale sa fréquence sur la fréquence de transition qui est utilisée pour la définition, et ensuite j'ai une fréquence qui est connue, d'accord? Alors, donc ça c'est pour la réalisation de la seconde. Pour la réalisation actuellement de la mole, on la fait pas avec du carbone 12. On l'a fait avec une sphère de silicium. Donc ça veut dire que la définition actuelle de la mole, on la met en pratique avec quelque chose qui n'est pas la définition. Pourquoi? Parce que, alors c'est pas que les métrologues sont des gens rebelles, c'est simplement qu'on est capable de faire une réalisation bien plus performante avec du silicium parce qu'on est capable de faire cristalliser de façon presque parfaite le silicium sur des volumes très importants. Une structure cristalline, c'est une structure qui, par rayon X, on va pouvoir la caractériser, compter exactement, enfin déterminer un paramètre de maille, savoir exactement combien il y a d'atomes dans cet objet qui pèse à peu près 5 kg, ce qu'on n'est absolument pas capable de faire avec du carbone. Bon, l'ampère, c'est réalisé par ce qu'on appelle une résistance à effet Hall quantique, qui n'a rien à voir avec la définition que je vous ai donnée entre deux fils d'1 mètre mu0. Pourquoi? Parce que avec ça, je fais 10 000 fois plus précis que si j'utilisais 2 fils distants d'1 mètre. Donc on contourne, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres moyens qui sont connectés, c'est-à-dire qu'à un moment on a comparé cet effet-là, on l'a connecté à la définition, les 2 fils, puis après on a dit ces 2 fils, on les met de côté, et maintenant on va utiliser ça qui permet de faire des étalons beaucoup plus facilement transportables, reproductibles, etc. Bon, donc il y a un moment où on se dit il faut redéfinir le système pour qu'il corresponde à la réalité de la mise en pratique aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de définitions qui vont être totalement changées. Le kilogramme, on a dit, ce morceau de métal, c'est pas satisfaisant. Le carbone 12, c'est plus ce qu'on utilise pour réaliser la mole. mu0, on a dit, c'est un autre effet, c'est l'effet Hall quantique, qui est bien plus performant. Donc on va l'oublier aussi. Bon, donc on va essayer de voir déjà par quoi on va remplacer ces 3 unités. Donc là, c'est la question du, voilà, pourquoi. Donc on est assez convaincu qu'il y a quelque chose qui, voilà, il va falloir faire évoluer ce système. Maintenant, la question, c'est comment. Comment, sachant qu'on a toujours en tête de se dire on a envie d'utiliser des constantes fondamentales de la physique plutôt que des artefacts. Alors des constantes fondamentales, si je regarde dans le cadre du modèle standard, j'ai une trentaine de constantes non déterminées. Donc des constantes fondamentales, ce qui est important aussi, enfin constantes fondamentales ou paramètres fondamentaux, en physique c'est quoi? Ce sont des paramètres qui sont non calculables. C'est-à-dire que je n'ai, dans le cadre théorique, et ça c'est dans un cadre théorique bien déterminé, donc dans le cadre du modèle standard, ces paramètres-là, je n'ai aucune formule qui me permette de les calculer. Je ne peux pas les exprimer en fonction d'autres grandeurs. D'accord? Donc j'ai pas le choix, je ne peux que les déterminer expérimentalement. J'ai par exemple aucune équation d'évolution spatiale ou temporelle de ces paramètres. Donc on dit qu'ils sont constants. Constants, c'est-à-dire qu'ils dépendent ni du temps ni de l'espace. Donc dans le cadre du modèle standard, une trentaine de paramètres. Très bien. Maintenant, la question à se poser, c'est dans un système international d'unités, combien il me faut d'unités au minimum? Parce que vous savez que dans le système d'unités actuel, il y a 7 unités de base et puis plein d'unités dérivées. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi il y en a 7, est-ce qu'on pourrait en avoir moins? La réponse est oui. Et en fait, le nombre minimal d'unités, c'est... Pour le déterminer, il faut regarder le nombre minimal de dimensions requis pour exprimer toutes les grandeurs physiques, quelle que soit la discipline, physique, chimie. Et alors, suivant les auteurs, les avis divergent, c'est entre 3 et 4. Donc 4, c'est... Alors, quelles sont les dimensions minimales pour exprimer toutes les grandeurs physiques? La masse, la longueur, le temps et la température. Avec ces 4 dimensions-là, vous pouvez exprimer n'importe quelle grandeur physique. C'est-à-dire que la candela n'est pas indispensable. La mole,
la mole, c'est pas indispensable. Vous pouvez vous passer de la mole. C'est juste un nombre, c'est une quantité de matière qui permet de faire de la chimie et d'avoir des masses molaires. Mais c'est absolument pas indispensable. Vous pouvez très bien exprimer toutes vos masses en masse atomique ou par rapport au kilogramme. Et puis l'ampère, c'est juste un débit d'électrons. C'est un nombre d'électrons par unité de temps. D'accord, donc il n'y a pas besoin, c'est pas non plus indispensable. Alors ces 4 unités, donc ces 4 dimensions minimales, je peux les déterminer dans cette optique de fixer des constantes fondamentales. Je vais me dire, je vais prendre 4 constantes de la physique avec des dimensions que je vais fixer, c'est-à-dire je vais fixer la valeur numérique de 4 constantes fondamentales de la physique. Si je choisis correctement ces 4 constantes, je dois bloquer, figer, définir ces 4 unités, masse, longueur, temps, température. Quelles constantes on aura envie de choisir? 4 constantes qui permettent de fixer ces 4 unités. Alors, on se penche vers l'infiniment grand et on va en fait regarder pour chaque grand champ de la physique quelle est la constante qui a été introduite par ce champ. Donc si je me penche vers l'infiniment grand et que je regarde la mécanique de Newton, j'ai grand G, la constante de gravitation. D'accord? La mécanique de Newton est la mécanique qui introduit grand G. Si maintenant je m'intéresse à la relativité restreinte, j'introduis C, la vitesse limite, une vitesse limite qui est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Donc ça nous fait 2 constantes qui sont à introduire dans le cadre de la relativité générale. Donc c'est des constantes qui sortent naturellement de la physique, que l'on peut comprendre en se disant, si je fais tendre une de ces constantes vers 0, je neutralise les effets physiques associés. Si G vaut 0, il n'y a plus d'effet gravitationnel. Si c'est tend vers l'infini, j'ai plus d'effet relativiste. D'accord? Bon, donc ces 2 constantes-là, c'est le cadre de la relativité générale. Pour maintenant la physique de l'infiniment petit, ça va être du côté de la mécanique quantique, H, la constante de Planck, d'accord, avec la relation égale H nu, donc la quantification des échanges d'énergie. Et puis KB, la constante de Boltzmann pour la thermodynamique. Dès que vous introduisez la thermodynamique, apparaît KB, la constante de Boltzmann qui permet d'exprimer la température d'un système en fonction de son énergie, en fonction de l'énergie du système. Donc ces 2 constantes-là, c'est la thermodynamique statistique. Bon, voilà. Donc tout ça, ça vous permet de définir un jeu de 4 constantes. Si je fixe ces 4 constantes, je peux redéfinir un système d'unités. Alors en fait, ça, c'est pas nouveau du tout. C'est ce qu'on appelle le système de Planck. Ça date de 1906. D'accord, 1906. Donc Planck avait proposé ce système. Vous voyez ici, vous avez la longueur de Planck, la masse de Planck, le temps de Planck, la température de Planck. Donc on retrouve nos 4 unités qui sont définies en fixant la valeur numérique de grand G, grand G, H, C et puis KB ici. D'accord? Si je fixe ces 4 constantes, la valeur numérique dans notre système actuel, je fixe leur valeur, j'obtiens un système d'unités. Sauf que vous voyez tout de suite qu'il y a quand même un problème, c'est que dans ce système, on se retrouve avec des unités qui sont au-delà qui sont pas du tout du domaine accessible aux physiciens, des températures de 10 puissance 32 degrés Celsius, des longueurs de 10-35 mètres et des temps de 10-43 secondes. Donc c'est très bien ce système, c'est un bon système de théoricien. Le système international d'unité, c'est un système où on doit faire la part au pragmatisme. On doit être capable de faire des étalons, les plus performants possibles. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on va faire. Mais on va garder cette philosophie. Donc je vais reprendre, ça c'est la réalisation actuelle du système international d'unité. La résistance à effet Hall quantique, donc c'est ce qui est utilisé pour définir l'ampère. Je vous explique comment est défini comment est réalisé, pas défini, réalisé l'ampère aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la mise en pratique. C'est comment je fais un étalon pour une unité donnée. Actuellement, l'ampère est réalisé par 2 expériences. Pour réaliser l'ampère, je peux par exemple réaliser un volt, une tension et réaliser une résistance. D'accord ? Si je suis capable de réaliser un étalon de différence de potentiel et un étalon de résistance, je suis capable, en faisant R égale V sur I, de réaliser une définition d'un courant, donc de I. Alors pourquoi on choisit ça? C'est parce qu'en fait, on se tourne vers les systèmes qui sont les plus performants pour réaliser avec la meilleure précision possible, la meilleure reproductibilité possible, cette définition. Donc c'est ce qui guide le choix. Donc si je veux réaliser une tension, un étalon de tension
le plus performant possible. Je réalise ça avec ce qu'on appelle l'effet Josephson. Donc c'est une jonction entre deux supraconducteurs que vous illuminez avec un rayonnement micro-ondes. Et ce qu'on observe, c'est que l'on a une tension qui va apparaître aux bornes de la jonction, qui s'exprime comme n, c'est un entier, petit n, c'est un entier, f, c'est la fréquence du rayonnement micro-ondes que vous utilisez pour illuminer la jonction, divisé par une constante, qui est la constante de Josephson, qui vaut 2e sur h. 2e sur h, c'est 2 fois la charge de l'électron divisé par la constante de Planck. Ça veut dire qu'avec ça, je suis capable, une fréquence, j'ai des horloges. J'ai mon horloge à césium qui définit l'unité de temps-fréquence. Donc ça, c'est complètement déterminé dans mon système d'unités. Ça, c'est un entier. Et puis, ici, j'ai E et H. D'accord ? Donc l'idée que l'on a dans le nouveau système international d'unités, c'est de se dire, je vais fixer, par exemple, E et H, les valeurs numériques de ces deux constantes, ce qui me permet de fixer la valeur de cet étalon de tension. Et E et H, ça tombe très bien parce que ça intervient dans un autre effet qui est l'effet Hall quantique, qui lui permet de définir un peu de la même façon une résistance qui se repose sur des phénomènes quantiques, donc l'effet Hall quantique, qui va être égal au rapport H sur E carré. Et maintenant, si j'ai une résistance et une tension, j'ai un courant. Donc ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, mais c'est utilisé en contournant la définition actuelle de l'ampère, qui est toujours avec 2 fils distants d'1 mètre. Bon, bah ça nous donne vraiment envie de remplacer mu0 là par E, et de se dire, je vais fixer la valeur numérique de E, la charge de l'électron, et j'aimerais bien redéfinir le kilogramme à partir de H. Donc là, je vais vous montrer, alors quelque chose qui n'est pas intuitif quand même, je pense, c'est de se dire qu'en fixant la constante de Planck, je fixe le kilogramme. Donc je fixe la valeur numérique de cette constante, et je vais réaliser une expérience qui s'appelle l'expérience de la balance du watt, qui est l'expérience qui permet de connecter le kilogramme à la constante de Planck. Alors, comment ça marche? Donc, c'est des expériences qui sont très compliquées. Là, je vous présente l'expérience qui est au NIST, aux États-Unis. Alors, le principe, c'est de comparer une puissance mécanique à une puissance électrique. Donc, on va utiliser ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire l'effet Josephson, l'effet Hall. Donc, on va avoir besoin de ces définitions. Alors, l'idée, c'est, je prends une masse ici d'1 kilogramme. Donc, j'ai cette masse dans un champ de gravitation petit g. Donc, j'ai une force mg, d'accord, qui tire la masse vers le bas. Et je vais égaliser cette force avec une spire ici, d'accord, dans laquelle circule un courant. Et cette spire, elle est en présence d'un champ magnétique radial. Donc si vous avez un champ magnétique radial, vous avez un IL, d'accord, une force de Laplace. Donc vous avez un IL vectoriel B. Vous avez une force qui va s'opposer à la chute de l'objet. Et vous égalisez les deux, d'accord, donc IBL. Donc ça, c'est le courant qui circule, fois B fois L, donc ça, c'est la force de Laplace. Ça doit être égal à mg. Maintenant, vous avez compris qu'une intensité, je suis capable de la réaliser de façon extrêmement précise si je fixe E et H par l'effet Hall quantique. E et H, je peux réaliser donc un rapport de V sur R, donc V l'effet Josephson, et puis R la résistance par effet Hall. Donc ça, c'est connecté aux unités électriques. Et puis là, j'ai B fois L. B, c'est le champ magnétique. Le champ magnétique, il est représenté par les flèches bleues, là. C'est un champ radial. Et L, c'est la longueur de la bobine. Donc ça, c'est des grandeurs géométriques que l'on va déterminer dans une deuxième phase du fonctionnement de la balance du watt, qui est représentée ici. Cette fois-ci, la balance de watt, je vais mettre en mouvement, c'est une phase qu'on appelle dynamique, où je vais prendre la spire et je vais la déplacer. Vous voyez, donc la bobine va se déplacer. Cette bobine-là se déplace. Elle se déplace à une vitesse V, qui est représentée ici, petit v. Et là, je vais avoir un effet, le V2 que vous avez là, c'est la force électromotrice induite. Vous avez une bobine, donc un circuit électrique qui se déplace en présence d'un champ magnétique. Donc vous avez une force électromotrice induite. Si on l'exprime, elle est là, V2. Cette force électromotrice, elle vaut, c'est moins dφ sur dt, c'est le flux coupé. Donc c'est V fois B fois L. Donc ça, cette expérience dynamique va me permettre de déterminer BL, que je viens réinjecter là. Je mets tout ça dans la formule et je vois que j'obtiens à la fin une relation entre H, la constante de Planck, et M, la masse, ici mon kilogramme, que j'avais placé dans ma balance. Et tout le reste, c'est des constantes. N1, N2, F1, F2, F1, F2, c'est des fréquences. C'est fixé par la définition de l'horloge à césium.
G, c'est le champ de gravitation, c'est une longueur divisée par un temps au carré. Donc ça, c'est aussi défini en ayant fixé C pour la longueur. Et puis le temps est défini par la fontaine à césium. Et puis une vitesse, c'est une longueur divisée par un temps, c'est aussi défini. Donc là, ça veut dire que fixer H, ça permet de définir le kilogramme. Qu'est-ce qui nous reste? Ben là, je vous ai dit, pour le carbone 12, on n'utilise plus le carbone 12. Le carbone 12, on utilise une sphère de silicium. Donc on va redéfinir la mole en utilisant ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire à partir non pas de la quantité de matière d'atomes dans 12 grammes de carbone 12, mais en prenant une sphère de silicium. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait cristalliser du silicium, un morceau de silicium, ça prend des mois. Il y a des sphères, donc les sphères de silicium, il y en a 2 dans le monde qui ont été faites, et il n'y en a que 2. C'est l'objet le plus parfait en termes de géométrie qui ait jamais été réalisé par l'homme. Donc vous en avez un exemple ici. Donc l'idée, c'est de fabriquer un objet macroscopique pour lequel je sois capable de savoir exactement, mieux que 10-8 en valeur relative, donc avec 8 chiffres significatifs, savoir exactement combien il y a d'atomes de silicium dedans. On va définir Na comme la masse molaire divisée par la masse atomique du silicium. D'accord? Si je fais le rapport de la masse molaire sur la masse atomique, ça me fait bien la constante d'Avogadro. Donc la masse molaire du silicium, je sais que c'est 28 grammes par mol. Donc là, j'ai une masse molaire que je divise par la masse d'un atome de silicium. Comment je vais déterminer la masse d'un atome de silicium? Je prends ρ 0, c'est la masse volumique. C'est la masse volumique de ma sphère. C'est-à-dire, je pèse, donc ms, c'est la masse de la sphère de silicium. Je fais une pesée avec la balance du watt. D'accord? Je suis capable de peser, elle fait à peu près 5 kg. Et je divise par le volume de la sphère. Mais le volume de la sphère, il faut que je le mesure à mieux que 10-8. Comment on fait? On prend la sphère elle est polie, c'est un poly optique. On la met entre 2 miroirs, on fait de l'interférométrie optique et on mesure plus de 400 000 diamètres, d'accord? Sous toutes ces coutures. On mesure, on fait une cartographie de cette sphère qui a un rayon qui a des variations de plus ou moins 40 nanomètres au maximum. Vous imaginez, c'est vraiment quelque chose de très 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 sphérique. On a ces mesures, on détermine donc le diamètre moyen, on calcule le volume, on a ρ0, et puis je vais multiplier par le volume d'une maille cristalline, donc c'est le paramètre A ici, puis je divise par 8 parce que j'ai 8 atomes par maille. A0, c'est des mesures d'interférométrie X qui permettent, et optique qui permettent de déterminer ce paramètre. Ces expériences-là, il y a une dizaine de laboratoires, il y a eu un projet qui a été mené depuis une dizaine d'années, qui a abouti récemment. Jusqu'à il y a 2 ans, il y avait des résultats qui n'étaient absolument pas compris et qui étaient dus à des erreurs sur l'enrichissement isotopique supposé du cristal de silicium. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre, on comprend les résultats. Et donc, c'est ce dispositif-là qui va être utilisé comme mise en pratique de la nouvelle définition de la mole. Donc la nouvelle définition de la mole, ça va consister à fixer la valeur numérique d'une constante. La constante ici, c'est Na. Il nous reste la dernière, Kb. Toujours pareil, il nous faut une relation qui permette de se convaincre qu'en fixant Kb, je fixe une température. Si j'envoie un faisceau laser dans une vapeur atomique ou moléculaire et que je balaye la fréquence du laser, je vais observer, si je veux faire de la spectroscopie, que pour certaines fréquences, je vais avoir une absorption avec une certaine largeur dominée par ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et la mesure de la largeur de l'arrêt, c'est le delta nu D qui est dans la formule ici. Le delta nu D, c'est la mesure de la largeur en fréquence de l'arrêt d'absorption. Si je fixe C, si j'ai fixé la masse, l'unité de masse atomique, ce qui est bien le cas, là je mesure des fréquences. Des fréquences, je les ai fixées par l'unité de temps-fréquence ici. Donc ça c'est fixé, il me reste Kb. Si je fixe Kb, j'ai bloqué la température. Le bilan de tout ça, voilà toutes les relations. Donc je définis la fréquence, l'inverse. Donc la fréquence d'une transition du césium, c'est ma constante. C est fixé, C sur nu, ça fait lambda, je fixe l'unité de longueur le mètre. H, avec la constante de Planck, je fixe la masse. Je fixe Na, donc je fixe la mole.
J'ai fixé H ici, je fixe E et je définis V et R, donc je définis l'ampère. Et puis KB, je fixe KB et j'ai défini la température. Et puis la candela qui, elle, est un peu isolée. Elle n'est pas connectée, c'est pas une constante fondamentale au sens modèle standard. Alors on a nos constantes qui sont les constantes que l'on veut utiliser dans le nouveau système. Maintenant, qui va choisir ces constantes ? Il y a des expériences, des dizaines d'expériences qui sont menées dans plein de laboratoires dans le monde entier. Et il y a une instance internationale qui s'appelle le CODATA, Committee on Data for Science and Technology, qui a pour mission de faire la synthèse tous les 4-5 ans de l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus dans tous les laboratoires du monde entier, qui vont permettre de faire un ajustement et de déterminer les valeurs les plus pertinentes pour les constantes fondamentales de la physique, H, la constante de Boltzmann, Na, etc. D'accord ? Donc tous ces travaux-là, la dernière publication, ça s'appuie sur tous les résultats obtenus jusqu'en 2014 et il y a un ajustement. Donc à partir de ça, on sort des tableaux qui sont illisibles. Il y a plein de valeurs avec des incertitudes pour chacune des constantes fondamentales de la physique, la masse de l'électron, leur rapport masse de l'électron, masse du proton, etc. Bon, et donc c'est à partir de ces données-là qui seront arrêtées à l'été prochain, en 2017. Donc la dernière publication qui fera foi, c'est la publication du CODATA en 2017, qui servira comme base pour redéfinir le système international d'unité l'année suivante, en 2018. D'accord ? Donc on dira, on prend pour H telle valeur. On prend pour C telle valeur, enfin là ça va pas changer. On prend pour la constante de Boltzmann telle valeur numérique. Toutes ces constantes-là, si vous allez sur le site du NIST, vous avez la valeur donnée par le CODATA pour chacune des constantes fondamentales. Donc là je vous l'ai mise pour la constante de Boltzmann. Bon, voilà, donc la synthèse de tout ça, c'est qu'on va fixer H, E, KB, Na, pour redéfinir le kilogramme, l'ampère, le Kelvin et la mole. Alors, donc ça c'est un extrait de ce qu'on peut trouver sur le site du BIPM, le Bureau international des poids et mesures, qui dit comment va être reformulé le système international d'unité en 2018. La reformulation du système international d'unité va être extrêmement simple, c'est-à-dire que pour chaque unité, on va dire la valeur un tel vaut tant. Ça veut dire la fréquence de transition hyperfine dans l'état fondamental de l'atome de césium vaut tant. Si je fais l'expérience, j'ai fabriqué une horloge. La vitesse de la lumière dans le vide vaut tant, 299, etc. La constante de Planck est égale à telle valeur. D'accord ? Donc si j'ai fixé cette valeur, j'ai fixé le kilogramme. L'intérêt de ces définitions, c'est qu'on n'est plus dans l'approche qui consiste à dire je dis ce morceau-là fait 1 mètre. Et celui qui ne l'a pas, il est bien embêté. Là, c'est vraiment universel. C'est-à-dire que n'importe qui a cette définition, à chacun de construire son expérience qui va impliquer cette constante et lui permettre de réaliser un étalon. Pour la constante de Boltzmann, par exemple, il y a au minimum 5 méthodes différentes qui permettent, si KB est fixé, d'avoir une expérience qui réalise un thermomètre. D'accord ? Donc ça veut dire que ça ne contraint pas les mises en pratique. Toutes les mises en pratique sont réalisables pour peu que, en mettant cette constante dans vos équations, vous ayez fabriqué une règle, une horloge, un thermomètre. Je vous remercie de votre attention. Merci.